Salut l'équipe, on est au mois de mars et ce troisième mois de l'année rime toujours avec NCAA. Ambiance de folie, scénario imprévisible, merguez et Ricard. Ah non, pardon, ça c'est les fêtes de Bayonne et c'est bien aussi. Mais la March Madness a un goût particulier, unique. Et je vais être honnête, historiquement, j'ai toujours beaucoup plus regardé le tournoi masculin plutôt que le féminin, mais cette saison ne me parlait surtout pas des gars. Caitlin Clark, Angel Reese, Cameron Brinks, Juju Watkins, Camila Cardozo, les véritables stars NCAA cette saison sont féminines. Et telle une fémène un petit peu trop énervée, je ne suis pas ouvert à la discussion. Ça a quand même une autre gueule que les JO des streamers. Et dans un monde où l'égalité homme-femme est un débat importantissime, en NCAA, ces filles-là ont pris le pouvoir à la Griselda Blanco avec force et autorité. Elles ont tout pris cette saison. Un match à 51 points pour Watkins, un record légendaire battu par Clark et même une rivalité digne de la NBA des années 90 entre Cardoso et Reese. Il y a même eu un début de bagarre bien plus intense que le combat entre Cédric Noubé et Baki. Putain d'écharde. Vous l'avez compris, cette année, ma March Madness sera au féminin et comme pour Aya Nakamura et Edith Piaf, je n'y vois aucun problème. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle émission. Comme chaque semaine, le jeudi, vous en avez l'habitude, ça fait depuis 2016 que ça dure. Et justement, puisqu'on parle back in the days, aujourd'hui autour de moi, deux pionniers de l'émission, parce qu'ils étaient là pour la toute première émission, c'était le 1er décembre 2016, une éternité, j'avais la nuque longue à l'époque, faux. Mais bon, j'étais là pour la première, Thomas, mais là pour le coup, lui, il est toujours là. Bonjour Thomas. Il y avait Wax, et Wax il était retour avec nous pour la première fois dans ce studio. Le retour du... Non, le retour du rien. Ouais, retour du roi. Le mec s'autoproclame retour du roi, régalade. En même temps, Waxos, t'as raison. Quand on se souvient du parcours de Wax dans le First des Shows, il est aujourd'hui dans un canapé, dans le centre de Paris. Ouais. On se souvient qu'il était quand même en garde à vue du commissariat municipal de Levallois. Regarde comme il était. Ah, t'es jeune et beau. Oh la vache, t'as changé toi aussi. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce RP, Erwan À l'époque, on gagnait pas assez d'argent, donc je vendais des aspi et je venais directement en faire l'émission derrière. Incroyable. Et moi, j'étais en tournée avec les Zwinkels, mon gars, je suis au bout du rouleau. Exceptionnel. Un jour, faudrait qu'on fasse un truc où on les regarde, on fait un réact. On va le faire. On va rire. Ça fait longtemps qu'on y pense. Donc Erwan apparemment a reçu un appel téléphonique, mais on y pense. Alors on sait pas si on va le faire pour les 10 ans. Mine de rien, ça va arriver. Hein. C'est dans 2 ans. C'est dans pas si longtemps. Mais un jour, on va faire 2 heures de réact sur nos premières émissions ensemble. Ouais, et ça, je pense que ça peut être exceptionnel en live avec les commentaires des copains. Avec Cochebras, avec la totale. Je pense que ça peut être très drôle. Le réact des premières émissions. Les réacts, mais c'est prévu. On en parle depuis très très longtemps, mais on va le faire. Aujourd'hui, avant de faire ça, on a quand même une vraie belle émission à faire. Ouais, je voulais prendre un petit peu des nouvelles de toi avant qu'on se plonge dans le sommaire de l'émission. Raconte-nous, quelles sont les news, comment ça va? J'ai vu que tu reprenais Nouveau Western avec MC Solar et ça m'a régalé. Exactement, écoute, ça a été la reprise de Fanzine, on a fait 6 mois de pause et comme vous exactement, on avait changé le décor, on a voulu un petit peu changer aussi le conduct de l'émission pour que les interviews soient un peu plus longues. On a des musiciens extraordinaires avec nous et donc du coup, c'était le renouveau de Fanzine et je suis ravi de ça. Et j'avoue qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais l'actu a été lourde, il s'est passé plein de trucs. J'ai sorti ma guitare chez Gibson. T'inquiète, on est dessus. Je sais. J'en prends 2. Je sais. Il y en a 2 pour. Il y en a ici et toi. Non, pas encore. Que chanson, moi. Ok. Et danse. Il nous faudra un chanteur. Wow. Okay, Justin Timberlake. Ok, Bruno Mars. Et puis écoute, RTL2 tous les dimanches, comme d'habitude. Et puis. Avec des bons invités, j'ai l'impression. Avec des très très bons invités. Sacré listing, hein. Ouais, ça commence à être. Et Sting d'ailleurs. Oui, ça marche. Moi, j'attends Clapton. Tu sais qu'il passe en France en plus. Je sais. On a offert ça à mon père pour sa retraite. À Lyon, il va voir Clapton. Je sais, on est dessus. Peut-être. Ah, gros, là, moi, je t'ai toujours dit, il y a 2 mecs, Paul McCartney et Eric Clapton. Je sais. Voilà. Si là, tu m'invites pas, c'est friendship over. Ouais. Ok, c'est noté. S'il y a Michael Jackson qui passe aussi, n'hésite pas à m'appeler. Hein. Et Prince, Ice Prince. Bien sûr. Mais dans tout ça, ce que je note surtout, c'est le glow-up du First Day Show. Parce qu'effectivement, tu disais depuis le 1er décembre 2016, enfin, là, c'est... Déjà, le décor est extraordinaire. L'émission marche de mieux en mieux. Et franchement, je sais que vous avez des choses à annoncer. J'ai commencé à être Il a eu vent. Une fierté, mon gars.
On est content. Ah ouais, c'est incroyable. On se souvient d'où c'est né le First Day Show. Mais avec oui. Steph, tous les 4. Mais ouais. À 23h. Dans ta cuisine à Sceaux, à 23h. À manger des mauvais chips et de la bière tiède. Ouais, et des mauvais sandwichs triangles. Et des aussi, mauvais hein. sandwichs triangles. C'est jamais mauvais les sandwichs triangles. Enfin, c'est mauvais pour le ventre, surtout. En tout cas, vive le First Day Show, la longévité du First Day Show, c'est incroyable. Ah ben voilà, vive le First Day Show. Ouais. On vous rappelle avant d'aller dans le sommaire que toutes les émissions de First Team sont à retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles. Vous les connaissez, Spotify, Apple, babab. Donc voilà, maintenant on est en podcast. Il faut en prendre l'habitude et vous le prenez d'ailleurs. Vous prenez l'habitude de plus en plus parce que les chiffres là aussi augmentent. Le sommaire, messieurs, parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. Les news, il y aura pas mal de petites news entre des retraites, des blessures. Et des petites embrouilles à Détroit, d'ailleurs, Wax, on ira évidemment te chercher. On fera un débat qui me donne presque la larme à l'œil. Est-ce que c'est la fin de la dynastie des Warriors? C'est incroyable de se dire ça maintenant. On a l'impression que ça a commencé il y a pas longtemps. Est-ce que ça serait peut-être déjà terminé? On fera ensuite une palette sur le renouveau des Bucks, mais surtout le renouveau de Damian Lillard avec Giannis Antetokounmpo, ce qu'on appelle le two-man game. Thomas, on analysera ce jeu à deux entre Lillard et Giannis Antetokounmpo et on finira sur le quiz où un réveil de Thomas est attendu. Tout à fait, j'aimerais bien qu'il se réveille. En effet. N'hésite pas à rentrer dans ton émission. Allez, c'est parti. Bon, en attendant, t'inquiète, pour te réveiller, t'as les news, t'as le débat et t'as la palette. Mais avant ça, on commence avec les news. Alors, on commence avec un mot sur les retraites. Sur une retraite, c'est Autoporteur qui, lui, n'ira pas jusqu'à 64 ans. Là, au moins, il y aura pas de débat. Autoporteur qui prend sa retraite. Le joueur des Raptors, l'ancien, du coup, joueur des Raptors, à 30 ans, Thomas. C'est ta génération. Ouais, il est même plus jeune, largement plus jeune que moi, Erwan. Ah oui, c'est vrai, t'as plus 30 ans, toi. J'ai 34 ans bientôt, donc oui, non, c'est pas du tout ma génération. Ouais, Autoporteur Junior qui prend sa retraite à 30 ans, il vient d'être cut par les Raptors. C'est une drôle de carrière, hein. On rappelle 3e choix de draft, gros potentiel sur le poste 3, qui a été payé après une belle année en 2017 sur un gros contrat. Il y a de la déception parmi les très hauts choix de draft. Il aurait dû être le 3e larron de John Wall et Bradley Beal. Ils auraient dû être quelque chose, hein, comme beaucoup de gens passés par les Wizards, hein. Tout à fait, tu as raison. Après, c'est la draft d'Anthony Bennett, non? C'est la pire draft. On est d'accord. Clairement. Il s'en sort pas trop mal dans cette draft-là. C'est pas le pire, mais après moi dans cette draft je suis drafté au 2e tour, hein. C'est pour montrer comment la draft elle est dégueulasse. Sur la draft de 2013, il y a que Yanis, Rudy et donc Oladipo qui sont très tard dans la draft. Donc là non, c'est pardon, Oladipo les deux. Okay. Donc non, ce qui est dingue, c'est que il a traversé cette carrière avec des hauts et des très bas, hein, clairement, et avec surtout ce titre avec les Warriors où il fait une saison fantastique, mais par contre il a jamais réussi à enchaîner après les Warriors. Non, il s'est installé de ce qu'on va garder d'Autoporteur, c'est ce poste 3 un peu bon coéquipier, quoi. Voilà, capable de tout faire, défenseur correct. En finale, il est bon dans le run des finales. Il est très bon, il joue poste 4, il est très bon. Voilà. Il est très bon avec les Warriors, mais ça fait une année pour un poste. Ah non, mais voilà, moi c'est l'image que j'ai de lui, c'était un très fort potentiel. Dans 10 ans, ça sera un qui je pas simple à trouver. Ouais, voilà. C'est clair. Voilà, on te rend hommage, Autoporteur. Ta carrière NBA, dans 10 ans, tu seras un qui suis compliqué. On en attendait plus, mais en même temps, on n'est pas déçus. Voilà, oui, exactement. Voilà. Exactement. On enchaîne avec des gens déçus, justement, à Détroit. C'est les fans de Détroit qui sont tellement déçus, qui s'en prennent directement au GM dans les tribunes. C'est Troy Weaver. On a vu la vidéo de cette scène assez incroyable quand même. Continuant dans cette vidéo, j'ai envie de surfer sur le truc en te disant, est-ce que c'est la pire saison de l'histoire des Pistons? Alors c'est l'une des pires, c'est sûr. Moi, à mon échelle, bon déjà, bravo à ce mec qui a eu les couilles de... Il s'est fait virer, hein. Il s'est fait virer, mais franchement, honnêtement, moi je comprends pas pourquoi alors je parle pas de vous nécessairement, mais dans les médias en général, on ne met pas le doigt sur Troy Weaver. À chaque fois, on dit les joueurs, on dit le coach, on dit tout ça, machin, etc. Mais lui, c'est une catastrophe depuis 4 piges. C'est vraiment, c'est un poison. Entre lui et Tom Gore, enfin il y a vraiment, tout commence par là. Moins de 18, hein, Tom Gore. Hein. Moins de 16. Moins de 16. On est là pour se marrer. Ah ouais, on est là pour se marrer. Tu vois, par exemple, je suis désolé, tu vois, par exemple à Miami, tout commence par Pat Riley, tu vois, et donc là-bas, il est infernal ce mec. On sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il veut faire. Donc déjà bravo à ce mec-là. Est-ce que c'est la pire saison? Moi, je dirais que c'est pas la pire saison pour une raison. Moi j'ai en souvenir 2011-2012 où moi je vais carrément à Londres pour les Global Games. À l'époque c'était à Londres, voir l'équipe des Pistons se faire dérouler par New York de Rashid Wallace. D'ailleurs il y avait Rashid Wallace, il y avait Jason Kidd à l'époque. Et c'est quoi l'espoir à l'époque?
il y avait Rodney Stuckey, mon gars. Il y avait Toshan Prince qui était au bout du roulax. Il y avait Son Père, il y avait Charlie Villanueva. En plus, des joueurs qui coûtaient cher, Ben Gordon, etc. Ah oui, là, au moins, c'est une saison où, effectivement, elle est ratée à plein d'égards. Je pense aussi notamment que la différence entre 2011-2012 et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et que mine de rien, je vous ai entendu le dire, les joueurs, ils regardent toujours ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a un côté psychologique. Quand tu perds 10 de suite, 15 de suite, 17 de suite, 20 de suite, 25 de suite, 26, 27. Enfin, tu vois, je pense que, en fait, à la fin, tu sais plus ce que t'es. Et honnêtement, moi, je suis musicien. Si je monte sur une scène où on me dit, juste avant que je monte sur scène, t'es merdique, on te l'a pas dit. Bon courage. Bon courage pour bien jouer. Le public, il te regarde comme ça. C'est chaud. Ouais, ça fait partie du job aussi. Ça faisait pas partie du job à l'époque. Ils étaient pas, il y avait le pas monde, il a autant changé. ça. Le monde, il a oui, changé. d'accord, le monde, il a changé, mais malheureux. c'est à prendre en compte. Donc, si tu me dis c'est la pire de l'histoire, eh ben, je mets un astérix à ça en disant c'est la pire de l'ère moderne, de l'ère internet, d'accord, mais c'est pas la pire de l'histoire. 2011-2012, il n'y avait pas internet à l'époque. bah franchement, je suis désolé, il y avait pas l'élan, il y avait pas des médias daily qui parlaient de la NBA tout le temps. On parlait pas des Pistons en plus parce que honnêtement, il y avait d'autres chats à fouetter que de parler d'eux. Là, ils ont marqué un record qui fait qu'on les a regardés, mais moi, ça fait 15 ans que je souffre. T'es inquiet pour la suite? Bah évidemment, ouais, même si il y a un vivier de choses qui se passent, pour moi, tant que Troy Weaver sera là, il peut rien se passer de magique. Tom, on le dira jamais assez parce que c'est vrai qu'on s'en prend souvent aux joueurs, aux coachs, mais le GM, il y a qu'à voir. On va tout à l'heure parler des Warriors. Des Warriors, ça passe aussi par un GM brillantissime. Ah, mais je vais même plus loin. Et t'as raison de parler du GM. Ça va par rapport aussi à la personne qui détient la franchise. Lorsque ton propriétaire met une ambiance de travail saine et qu'il met des gens compétents pour prendre des décisions sportives, bon bah tout de suite ça va bien. Et tu parles des Warriors, c'est le meilleur exemple des dernières années. Donc oui, Troy Weaver est catastrophique, mais qui a mis Troy Weaver en place et qui le laisse encore en place, tu vois? Donc on peut parler de ce mec-là et c'est normal de lui taper dessus, et le fan, même si moi je suis pas trop fan de lorsque les supporters s'en prennent directement, que ce soit aux joueurs et tout ça. Bon là ça va, il l'insulte pas, ça va pas trop loin. Mais bon, quand t'es en charge de quelque chose, j'aime bien quand il y a un petit peu de distance. Ça c'est ma théorie de base. Maintenant, le gars il est tellement catastrophique depuis qu'il est là, ils sont à 70, 229 depuis qu'il est en place. Et voilà. Oui, c'est une catastrophe. Oui, mais alors qui est en charge de lui dire bon bah gros, maintenant c'est fini, allez, bah on se serre la pince et puis on va trouver quelqu'un d'autre. Voilà, et là la réalité aussi, tu vois. Moi je pense que c'est aussi le honneur, tu vois, c'est aussi Tom Gore le problème. Ah, mais moi je l'ai rencontré quand on était à Paname, il connaît que dalle au basket, il était là genre comme un pimpouille, et franchement moi j'ai pas de problème avec ça. Si tu mets des gens, elle connaît le basket, elle est née dedans. Ouais, oui, bah, je suis désolé, tu vois, au moins il y a une ligne directrice. C'est pas pour autant que tu dois prendre des décisions de sport. Non, mais tu peux connaître, c'est aussi savoir déléguer. Oui, c'est ça aussi le leadership. Oui, d'accord. Mais tu vois, par exemple, on a dit beaucoup de mal de Joe Dumars. Finalement, en fait, quand on regarde respectivement les drafts qu'il a fait, ce qu'il a monté comme équipe, etc. Alors, il y avait du bon, il y avait du moins bon, etc. Il a fait des choix qui n'ont pas été payants, comme à l'époque où il a pris Josh Smith et qu'il lui avait donné un gros contrat pour l'époque. Mais fallait oser, fallait faire des trucs. Aujourd'hui, moi, un mec de la trempe de Josh Smith, c'est-à-dire une star, c'est quand même une star. Même s'il n'était pas au star, c'était quelque chose. On l'accueillerait bien, tu vois, aujourd'hui, tu vois, et il y a pas de gros moves qui sont faits dès qu'il y a un joueur enfin tu vois, ce qui s'est passé avec Oscar Thompson, pour moi il y a des choix qui ont été faits, qui ont été catas. C'était un peu notre lueur d'espoir. J'aurais préféré un petit peu à l'image des Wizards qui ont développé Bilal, voir pareil avec Ossar. Finalement, ils ont changé je sais pas combien de fois de 5, etc. Il y a pas de direction, il y a rien. Je plains aussi Monty Williams qui doit avoir des pressions aussi. Après, je trouve que il a un salaire de bâtard, hein. Donc au bout d'un moment, les gars, il faut qu'ils fassent leur taf. Il a des gamins, il faut les développer. Ouais, hein, mais c'est quoi la direction du coup de base? Si on te dit on développe les grands, tu développes les petits, enfin les jeunes plutôt. Je vous ai proposé un débat Piscot. Excusez-moi. On aurait pu aller dessus, c'est très intéressant. On aurait pu faire 2 heures. Juste pour finir sur Troy Weaver, s'il s'est senti un petit peu agressé par le public, je l'invite à aller voir Marcelinho qui est revenu à Marseille la semaine dernière pour voir ce que c'est de se faire invectiver par le public. Oh la vache. Ouais, la différence entre les caries et... Ouais. Je peux te dire que les mecs sont restés dans le stade en plus. Hein. Bon, bref. Allez l'OM d'ailleurs ce soir, match retour à... Allez, 5-0 pour Villarreal. Nous faites pas ce que d'autres ont fait en Espagne quand ils ont mené 4-0. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle, c'est le pivot turc qu'on adore, Alperen Şengün. Fin de saison, il réalise une saison extraordinaire, le pivot turc, vraiment en train de s'installer vraiment dans le top des gratins des meilleurs intérieurs de la ligue. Très vilaine entorse face aux Kings, il me semble. Et fin de saison pour le Turc, donc on ne reverra pas cette année en NBA.
Et encore, ça va, parce que quand on regardait les images, moi, j'ai eu peur qu'il y ait genoux. Au début, ils avaient eu peur qu'il y ait genoux et cheville en même temps. Et il est sorti en fauteuil. Ouais. Il a eu très mal. La photo, elle est terrible, hein, de voir des grands gaillards comme ça sortir en fauteuil roulant. C'est toujours horrible. Il fait une bête de saison, t'as raison, Erwan. Il aurait pu être All-Star, il a les stats pour. Même si les Rockets ont eu un peu plus de mal à un moment donné, là, en 2024. Depuis sa blessure, ils ont gagné 3 matchs. Bon, écoute, ça, c'est l'histoire d'une saison. Mais c'est un bête de joueur en devenir. Mais pour que les bêtes de joueurs deviennent des All-Stars, des All-NBA et tout, faut enchaîner les matchs. Et on voit la difficulté pour ces grands gabarits. Je pense aussi à Joel Embiid, je pense aussi à Karl Anthony Towns. C'est dur de jouer 82 matchs dans une saison. Voilà, c'est aussi ça. Entre le rythme, les voyages, les corps. C'est les corps de 10, quoi. Ben oui, c'est pas des gens normaux. C'est pas des gens normaux. Tout à fait. C'est de ton corps quand tu fais cette taille, ce poids-là, dès que t'as un choc, dès que tu retombes, ça veut dire que t'as le double du poids d'un mec normal. Donc, et puis pareil pour guérir, on a tendance parfois à l'oublier parce qu'on banalise que ces mecs-là font 2,15 et qui courent comme des lapins. Ça reste des corps très compliqués. C'était bien contre les Kings, hein, donc la blessure. Voilà, donc on souhaite le meilleur donc à Alperen Sengun, on espère le revoir parce que c'est un joueur qui nous régale. On reste avec des pivots. On va parler d'un pivot qui régale et qui est en train de, pourquoi pas, se rapprocher de Wilt Chamberlain, rien que ça. C'est Daniel Gafford qui a continué sa série hier soir de paniers consécutifs. Il a fait 5 sur 5 encore une fois sur du alley-oop où Luka l'a régalé. Il se rapproche un petit peu plus, Thomas, de Wilt Chamberlain. On en a parlé hier dans l'émission sur la Wina TV. Clutch. T'as raison de souligner d'abord le profil, bien sûr, lorsque on pense à une série de tirs consécutifs sur 4 matchs, parce que là c'est un span de 4 matchs, c'est un truc de ouf. Forcément, c'est un rim runner, forcément, c'est un dunker, forcément, c'est un gars qui finit proche du cercle. Et je vois pas en quoi c'est pas difficile de finir proche du cercle au NBA. Il y a que les athlètes, que des mecs au contre. Très difficile aujourd'hui d'enchaîner ce type de performance. Il est aussi avantagé par le fait de jouer avec Luka, il y a pas de souci. Et Kyrie, bien sûr. Mais il n'empêche que c'est une vraie prouesse d'enchaîner 4 matchs sans rater un match. Donc, j'ai envie d'y croire. C'est un super joueur. C'est aussi le moment de me mettre de la lumière sur les seconds couteaux sur certains postes de NBA. Ouais. Daniel Gafford qui pourrait effacer Wilt Chamberlain, c'est quand même un délire la NBA par moment. Allez, on enchaîne avec une bonne nouvelle du côté d'Orlando. Et on parlait de coach un petit peu en difficulté. Là, pour le coup, lui, il n'est pas en difficulté. C'est Jamal Mosley qui, lui, dans la reconstruction du Magic, arrivé en 2021, et fait plutôt du très bon boulot, à tel point qu'on l'a prolongé, Thomas, jusqu'en 2028. L'ancien assistant des Mavs qui mérite un joli contrat comme celui-là. Ah, clairement, qui mérite au vu de la saison formidable que font le Magic. Ils vont pouvoir donc avoir un premier bilan positif depuis qu'il est là, une expérience en play-off, et puis il a mis des choses en place, une forte défense. Paolo Banchero qui s'éclate cette saison avec un leadership de très haut niveau qu'il a emmené au All-Star Game. Tout va bien au Magic, donc c'est normal de récompenser. Tu parlais des Pistons tout à l'heure. Quand il y a un coach qu'on arrive à installer, alors qu'au Magic c'est compliqué depuis quelque temps, depuis le départ de Vucevic et d'Evan Fournier, c'est normal que le gars soit prolongé jusqu'en 2028. Ouais, et puis surtout quand il démarre, c'est catastrophique l'état dans lequel est la franchise. Les 3 premières années sont compliquées, ça drafte bien, on n'en parle pas trop du Magic, et là finalement ils sont quasiment avec l'avantage du terrain. Ils se battent avec New York. Oui, donc, bien sûr. On est à une place, et ça va être, d'ailleurs ça va être moi je me régale de voir ce truc entre New York et Orlando, et on les attendait pas du tout là, et franchement c'est bonne récompense. Shout out à John Hammond, hein, donc le GM qui avait repris les billes, donc Jean Lamande qui fait plutôt du bon boulot côté Jean Lamande. C'est Allemande alors que le mec s'appelle Hammond. C'est une blague. Ça passe. Bon, on en parle beaucoup, mais on va quand même le mettre dans l'idée. On va parler de Victor Wembanyama, et pas quand bien. Il s'est fait dunker dessus cette semaine par Trace Jackson Davis, que j'aime beaucoup d'ailleurs du côté. Il a mis 2 tomards dans le match, exceptionnel. Il lui a mis un sacré tomard, et du coup on l'a questionné Victor en conférence de presse. On dirait t'as mangé chaud un petit peu, et comme d'habitude Victor, il a pas répondu comme un mec de 19, mais comme un mec de 58. Voilà. Se faire dunker dessus, ce n'est rien. Ça fait partie du jeu. Je pense que je contre plus souvent que je me fais dunker dessus. Les rookies ont le sentiment qu'ils ont des choses à prouver face à des joueurs de leur âge. C'est un challenge de plus. Oh, qu'est-ce que tu veux rajouter? Écris des livres, arrête de jouer au basket. Mais c'est en cours, Erwan, Les Misérables 2. Il est exceptionnel de recul. Il est pas mort, Jean Valjean. Il est exceptionnel de recul sur ce qui se passe à l'instant T pour lui. Il a pris un énorme dunk dans la tête. Évidemment que le basket, c'est de mettre, de prendre, de contrer, des trucs. Il peut tout se passer tant les athlètes sont exceptionnels. Donc, moi, j'adore l'idée qu'il aille challenger les mecs qui aillent au contre.
Voilà, c'est tout ce qui compte. Si un jour, si quelqu'un arrive à lui faire changer d'état d'esprit sur, je vais au contre, je m'efface. Ça, c'est les pires mecs qui font ça. Donc, bravo à Victor d'aller au contre. J'espère qu'il se fera dunker dessus encore 1000 fois et qu'il en mettra lui aussi 1000 de plus. C'est la théorie des mecs qui se font jamais crosser. C'est que tu défends pas. Les mecs qui se font crosser, c'est des mecs qui défendent. Vraiment. Oui, donc, au bout d'un moment, il faut se faire dunker dessus, ça fait aussi partie du jeu. Wax, on t'a pas eu depuis un an, c'était pour les playoffs l'année dernière. Un petit mot sur Victor Wembanyama quand même. Victor, moi je le découvre notamment grâce à vous, parce que j'allais au match à Marcel Cerdan, où vous commentiez les matchs. J'avais déjà vu un peu son parcours à Lasvel, etc. Mais le voir en vrai, c'est quand même une autre dimension. Et j'ai la chance de le rencontrer et de pouvoir parler un petit peu avec lui. C'est un mec extraordinaire. Enfin, en fait, c'est le rêve, je crois, de tout joueur touquet, d'avoir un joueur comme ça, complètement cheaté, où en plus, tu sais, comme vous parliez là de citation, tu sais, tu peux choisir les phrases que tu dis, et tu sais, t'as la phrase parfaite, il a toujours la phrase parfaite. Enfin, c'est extraordinaire. C'est lui qui écrit les propositions dans NBA 2K, My Career. Non, mais on a vécu quand même une période un peu de disette vis-à-vis des Français après le retrait de Tony, avec des carrières qui se finissent plus tôt que prévu, avec des joueurs qui se font bencher, avec plein de choses. Et là, voir ce mec benché dans le meilleur des cas, hein. Ouais, bien sûr. Hors Rudy, bien sûr, hors Rudy. En fait, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que t'es surpris sur le basket de voir la saison qu'il fait quand même? Tu l'attendais mieux, tu l'attendais un peu moins, ou tu t'attendais à ça? Mais non, mais moi en fait, le truc, c'est que je vois tout du prisme de la musique tout le temps, comme vous le savez. Et quand tu te retrouves à faire un concert devant, je sais pas, 15 ou 20 000 personnes, et que derrière, il y a des gens qui disent, attention, hein, ça va tout tuer. Et donc, en plus, t'as des caméras, t'as des gens qui filment, t'as machin, etc. Que t'as ton manager qui fait attention, hein, parce que les gens, maintenant, sur TikTok, ils mettent des notes à tes concerts. Tu vois, la pression, elle est tellement énorme que franchement, il y a tout pour que tu te casses la gueule. Et lui, mais c'est incroyable, on dirait que tout ça, ça lui glisse dessus. Et je crois que c'est ça qui m'impressionne le plus. Parce qu'on sait que c'est un grand basketteur, mais c'est un grand basketteur qui, en plus, a tout pour lui en termes de mindset. Et la pression, c'est de l'eau. Et pour lui, c'est incroyable quand même de voir ça. Moi, j'arrive toujours pas à vraiment me rendre compte combien de joueurs... T'inquiète pas, t'en as pour 15 piges. Donc, t'as 15 piges au moins, entre au moins 10 ans et 15 ans pour te rendre compte. Donc, on n'est pas pressé, hein. C'est que le début, hein, Victor. C'est ça qu'il faut dire. C'est que le début. Voilà. On a fait le tour des news. On est très bavard parce que chaque fois avec Wax, on a des milliards de choses à se raconter. Et c'est pas fini. Puisque là, on va parler des Warriors. Fin de dynastie ou pas? Ils ont tout gagné à cheval sur 2010 et 2020, 4 titres de champion NBA, 2 titres de MVP, 1 titre de meilleur défenseur de l'année, plein de sélections All-Star Game, des records historiques en pagaille. Et pourtant, on a l'impression que la magie des Warriors est en train, doucement mais sûrement, de s'éteindre. Avant qu'on aille dans le détail, parce qu'on va étudier le pourquoi, du comment, quand est-ce que ça a commencé et comment surtout ça pourrait finir, et on va commencer par cette question simple. Est-ce que vous avez, vous aussi, ce ressenti sur cette saison et peut-être même celle d'avant, que la magie Warriors, parce que c'est ce qu'on a vécu quand même entre la création de cette équipe autour de Steph Curry et de Klay Thompson et Draymond Green, c'est la magie Warriors, est-ce que pour vous est en train petit à petit de s'éteindre? Pas du tout. Me concernant, pas du tout. Parce qu'en fait, oui, sur le papier, oui, mais c'était un débat. Rappelle-toi qu'on avait eu à l'époque de... Je crois que c'est en 2020-2021, là où il y avait Eric Pascal. Ah oui, tout à fait. Tu vois, il y a eu un moment où c'était down comme ça. Et on se disait, est-ce que Curry ou tu vois pourrait arriver à remettre cette équipe sur le... En haut, il a réussi à le faire. Et finalement, en fait, tout est une question aussi je pense, de définition. C'est quoi une dynastie réellement, tu vois? Pour moi, une dynastie, je suis un peu old school, mais c'est une équipe, donc un jersey, un grand joueur et un grand coach. Tu vois, par exemple, les Lakers des années 80, c'était Magic, Pat Riley et voilà. Ça marche pour les Celtics, hein. Ça marche pour les Celtics, évidemment. Les Bulls, c'est Jackson, Jordan. Les Spurs avec Duncan, Popovich et voilà. Et après, il y a évidemment d'autres joueurs à côté. Pour moi, tant qu'il y a la trilogie, le maillot de Golden State, Steph Curry et Steve Kerr, je peux pas abandonner le projet. C'est intéressant. J'aime bien ta définition. Moi, je crois quand même que la dynastie, tu dois l'associer à des joueurs. À des joueurs.
À des joueurs. Ok. C'est-à-dire que la fin de la dynastie, elle s'arrêtera le jour où il n'y aura plus Klay Thompson, donc ça peut être cet été, voire le jour où il n'y aura plus Draymond Green. Steph Curry, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il finisse aux Warriors. Je serais quand même très surpris qu'il parte. Même si Steve Kerr part, c'est pas impossible que Steph Curry aille chercher un nouveau titre avec un nouveau coach ou avec un nouvel entourage. On peut tous en discuter. En revanche, l'ère dynastie Warriors, donc 2013-2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est ces 3 mecs-là, plus Steve Kerr. Et encore, ils ont perdu leur GM. Donc, lorsque tu perds ta tête la tête qui a tout pensé, déjà, tu es peut-être dans l'après. Donc, moi, pour répondre à ta question, oui, j'ai l'impression qu'on est sur la fin de la dynastie. Est-ce que ça veut dire que Steph Curry sera plus jamais champion? Non. Oui, j'aime bien votre histoire. Pardon, Boxos. J'aime bien votre histoire de dynastie. Ça s'associe à des joueurs, à des maillots. Moi, une dynastie, on parle des Lakers, de Magic, les Lakers de Kobe Shaq, les Bulls de Jordan, les Celtics de Bird. Mais la dynastie, ça doit aussi s'associer et surtout aussi s'associer à des résultats. Et alors, 2022, il y a 2 ans, ils sont champions en battant les Celtics. On se souvient de ces finales incroyables. On se souvient qu'au premier tour, vous savez qui battent au premier tour 4-1 ? Les Nuggets, qui après seront champions l'année d'après. En bossant ça m'a fait rire une équipe qui va être championne alors qu'elle se fait sortir au premier tour. Peu importe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que avec ces joueurs identifiés, que sont Klay Thompson et Draymond Green, et surtout Klay Thompson et Steve Kerr, le coach, j'ai l'impression que cette équipe-là, dans l'état actuel, ne peut plus être championne, ne pourra plus être championne dans l'état actuel des choses. Oui, bah, c'est ce qu'on a dit, je vois. Mais quand tu dis dans l'état actuel des choses, c'est donc coach et les joueurs. Mais l'avantage de la NBA, c'est que tu peux tout changer. Ah ouais. C'est pour ça que c'est important, là, quand on parle des éléments de langage sur la dynastie, c'est qu'est-ce que tu imagines de cette dynastie. Pardon, mais les Spurs, à la fin, n'ont pas gagné. Est-ce que c'était la fin de la dynastie, c'était au moment où Tim Duncan est parti, la fin où Tony Parker est parti. C'est ça, la fin de la dynastie. C'est pas en 2014, lors de leur dernier titre, tu vois. Donc, je comprends le truc des résultats, et après, on parlera bien sûr. En fait, pour moi, la dynastie des Spurs, elle s'arrête là, par contre. Elle s'arrête en 2014. Après, qui jouent encore ensemble. Mais pour moi, c'est pour ça que, pour moi, une dynastie doit s'associer à des résultats. Donc c'est champion ou rien pour toi? Pas champion ou rien. Tu peux être finaliste, tu peux être finale de conf. Là, quand même, on va voir cette année comment vont finir les Warriors qui quand même se battent depuis 2 saisons pour le play-in. Aujourd'hui, la réalité des Warriors, évidemment, on a tout ce qu'ils fait et on va certainement pas enlever tout ce qu'ils ont réalisé depuis 2016, leur premier titre, 2015. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui ne se bat pour le play-in. Donc pour toi, 2022, c'est la fin de la dynastie, du coup, si je te comprends. Oui, j'ai l'impression. D'accord. Donc ouais, mais une fin de dynastie, on le sait jamais. Le moment où ça arrive, on le sait jamais. On le sait bien après. Non, mais là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai proposé ce débat et que j'ai eu envie de le faire. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, si on prend un cas d'école, pour moi, c'est les Lakers des années 80. Ça commence avec Karim et Magic. À l'époque, il y a Haywood, il y a plein de joueurs qui, en fait, finalement, vont plus être là dans le temps. Il y a l'arrivée de James Worthy, il y a Byron Scott, etc. Et on peut se dire que la fin de la dynastie s'arrête pas à leur titre, mais on peut se dire qu'ils s'arrêtent vraiment à la finale 91 avec contre les Bulls. Mais en 91 contre les Bulls, il y a plus Karim, il y a plus personne, donc on garde les Lakers, Magic et Pat Riley. En gros. Et moi, ce que je dis, c'est que maintenant que c'est une ligue où les joueurs ont beaucoup plus de pouvoir qu'avant, moi, je vois pas pourquoi cet été, sur un coup de bluff, je sais pas pourquoi, ils prennent. Peut-être que tu voudrais qu'on parle de plus tard de l'avenir. Non, mais moi, je m'adapte. Ce que je veux dire, c'est que imaginons que Klay parte au Magic, par exemple. Draymond Green, moi, je le trouve en forme encore. Tu vois, il est encore en canne. Il a re-signé cet été. Il a re-signé. Ils prennent Valanciunas cet été, tu vois, par exemple. Je dis une bêtise parce que je sais qu'il sera free agent, par exemple. Et je sais pas pourquoi LeBron, à un moment, pète les plombs et se dit putain, mais en fait, j'ai vraiment envie, maintenant que j'ai les 40 000 points, je veux vraiment gagner un dernier titre et je veux le faire avec Curry parce que je pense qu'au niveau de la pub, au niveau de plein de trucs, vu que les joueurs, ils ont le pouvoir, c'est quand même, quand on revient dans les années 90, etc., moi, j'ai jamais vu un MVP dans son prime, même s'il n'est pas MVP en titre, être balourdé à la trade ou demander son trade. C'est genre Charles Barkley, etc. C'est jamais arrivé dans son prime. Quand plus vieux, oui. Ok. Là, ces 3 dernières années, t'as Harden, MVP, qui est dans son prime, qui demande son truc. Enfin, tu sais, Westbrook, KD, il y a un espèce de truc où on ne peut plus miser sur des certitudes en disant « Mais non, ça n'arrivera pas. » Ça peut arriver.
ça se peut que LeBron, ou je sais pas Si qui... KD a rejoint les Warriors en 2016, LeBron peut un jour rejoindre les Warriors. Je veux dire, Voilà. c'est pas Et puis, inimaginable, t'as raison. Je sais pas, par exemple, imaginons cet été, ça se passe très très mal là, les playoffs, si se qualifie Phoenix et que KD dit allez, je fais mon retour, je fais mon back là-bas. Et ben alors qu'est-ce qu'on dira de cette dynastie? Est-ce qu'elle est finie ou pas du coup? Parce que ça sera plus les mêmes joueurs. Ouais, t'as raison, S'il y a je suis LeBron plutôt et d'accord avec ça, Valanciunas machin, pour moi tant qu'il y a Curry et que Enfin, Steve pas Kerr, forcément Steve Kerr d'ailleurs. Parce que ouais, dernière finale des c'est vrai, Lakers, t'as raison. Lakers, c'est Mike Dunleavy, hein. j'ai fait une Donc, erreur. t'es déjà Moi, plus pas j'entends. travailler. Non, mais je veux dire, en tout cas, ça va dans ton sens. J'aime beaucoup ton idée des Lakers des années 80 et début 90. Ouais. Mais les Lakers, ces Lakers-là, ils ont réussi quelque chose que j'ai l'impression que les Warriors n'ont pas réussi, c'est-à-dire de se renouveler un petit peu. La star, c'est Magic, elle bouge pas. C'est l'équivalent de Curry dans l'incarnation. Donc, quelque part, en 87 ou 88, Karim se barre, mais il y a des mecs comme Worthy, il y a des mecs comme Cooper, tu l'as dit, comme Byron Scott qui sont arrivés petit à petit, même Sam Perkins sur la fin. Ouais, il y a Vladi Divac. Rajoute Divac. Moi, sur le coup, on se souvient que en 2020, les Warriors, quand ils ont des blessures et que tout le monde revient, c'est une équipe qui redevient prétendante au titre, ce qu'ils vont faire en 2022, et qui en plus ont un tour de draft intéressant. Et donc, ils ont les darons qui ont déjà gagné, qui connaissent le chemin, et la jeune garde, notamment incarnée par Wiseman, même Kuminga qui va arriver, ou Moses Moody, qui est censé mettre le Gary Payton aussi, the second, qui doit arriver et dire, on a des darons et on prépare l'avenir aussi. Et j'ai l'impression que là, il y a un premier virage qui rate complètement les Warriors. Alors moi, je mets pas du tout. C'est pas l'exemple du Magic que je mets en avant. C'est celui des Spurs. Les Spurs, ils draftent Kawhi Leonard. Donc Duncan vieillissant, Tipeee meilleur marqueur de l'équipe, Ginobili vieillissant aussi. Ils draftent un mec qu'on ne soupçonne pas être à un moment donné avoir la stature d'être MVP/MVP des finales. Donc il finit deuxième au MVP en 2016. Il est fantastique. C'est Kawhi Leonard, c'est l'avènement Kawhi Leonard qui leur permet de continuer à performer. Et d'être d'abord en finale parce qu'ils ont un gars qui peut défendre sur le LeBron, puis ensuite même dominer grâce au Spurs Basketball, vous connaissez. Là, je te rejoins complètement, mais on est tous plutôt d'accord qu'ils ont raté ce virage où ils auraient dû drafter avec ce numéro 2 de draft. Au moins, les autres on peut en discuter, mais ils ont un numéro 2 de draft. Ils doivent prendre un mec qui va suppléer petit à petit Klay Thompson si c'est un poste 2, Draymond Green si c'est un poste 4, Lord James Worthy en fait. mais oui, il leur fallait, mais encore lui il est arrivé en même temps, tu vois. James Worthy c'est un gars qui a gagné avec eux, il est arrivé très tôt dans la dynastie finalement des Lakers. Ouais, moi je parle vraiment de Kawhi, je parle de Kawhi, ça fait 2 ils étaient champions. oui, mais je veux dire on l'a vu pendant 6-7 ans, enfin tu vois. Là je suis en train de te dire que Kawhi qui arrive vraiment à la fin où les gars sont vieux. Mais c'est Kuminga après, j'ai envie de te dire, dans l'idée. Kuminga il a rien fait pour l'instant, j'en préfère. Il est en train de devenir. Ouais, mais vous pensez que Kuminga ça va être Kawhi Leonard? Non mais attends, le virage, on vient de dire qu'ils l'ont raté, ils l'ont déjà raté. Mais c'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est les raisons de pourquoi ils l'ont raté. Je pense que Wiseman, il y a eu un souci de casting. Mais quand on voit Moses Moody, quand on voit même Kuminga, pourquoi il joue en ce moment? Pourquoi il a été mis dans le 5? Parce que l'autre, il met des droites à tout le monde. Passé? Non, mais certes, mais il s'est passé aussi qu'à un moment donné, les représentants de ces jeunes joueurs-là ont gueulé et ont dit, mais le père Steve Kerr, là, il est en train de saucer tous ces gars-là à l'ancienne. Il veut jamais lancer les jeunes. Il insiste, il se renouvelle pas. Et donc, tout le process qui avait été mis en place par Bob Myers pour amener justement une nouvelle vague derrière des vieux encore en place, Steve Kerr l'a complètement flingué par des coachs qui ont été parfois très curieux. D'ailleurs, quand il y a des blessés, c'est des saisons minables de la part des Warriors. Et moi, je pense que Steve Kerr, a été re-signé 2 ans avec un contrat assez important, 35 millions sur les 2 prochaines années, ça en fait de lui le coach le mieux payé de la ligue. Donc, quelque part, j'ai envie d'associer à l'ambition des Warriors. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils sont dans une fin de dynastie et pourtant, Steve Kerr a été re-signé 2 ans. Est-ce qu'on trouve que c'est un bon choix d'avoir signé Steve Kerr? Bah oui, moi je pense que c'est un bon choix d'avoir re-signé Steve Kerr. De dire non, de toute façon, pour moi, c'est abusé, tant leur niveau est encore mid, et parce qu'ils ont eu tellement de soucis extrasportifs, donc je prends Draymond Green, qui est un vrai problème dans tout ça, des blessures, parce qu'on peut discuter d'autant qu'on veut, et surtout des choix qui ne sont pas ceux de Steve Kerr. Tant que Klay Thompson, vieillissant, au bout du rouleau, même si en ce moment il est très bon, est dans l'effectif, avec ce niveau de salaire, moi, je veux pas qu'on parle de Steve Kerr. Steve Kerr, c'est le gars de base. Si tu as confiance en lui, tu vas au bout avec lui. C'est l'histoire du sport qui est comme ça. C'est Steve Kerr qui va décider à un moment donné de partir, sauf si, évidemment, ils sont 14e de la conférence Ouest avec tout le monde. Je vous rappelle quand même que les Warriors sont la plus grosse masse salariale de tous les temps et que lorsque tu as 229 millions de masse salariale, tu ne peux pas être 10e.
Donc, c'est un peu facile de venir taper sur Steve Kerr. On peut taper sur les joueurs, sur McDonough Jr. Enfin, on peut taper sur tout le monde. Mais aujourd'hui, l'effectif n'est pas construit pour être top 4 de l'Est. De l'Ouest, hein, parce que sinon, c'est mieux. Donc, juste l'effectif n'est pas assez bon pour ça. Question pour toi. Alors, vas-y, continue sur Steve Kerr. Parce que je suis sûr que justement, c'est un mauvais est-ce choix. que... Moi, Steve Kerr, ce qu'il a fait, c'est toujours pareil. Moi, les mecs, ce qu'on fait, c'est fait, on peut pas leur enlever. Toujours bien entouré. Il arrive derrière Mark Jackson qui avait commencé à faire des choses offensivement. Il a remis des choses défensivement. Il a fait éclore des joueurs. Draymond Green, il le voulait pas au début. La blessure de David Lee, il a fait des choses. Il a tenté des coups. Après, il y a des cycles. J'ai l'impression que Steve Kerr n'a plus d'idées. J'ai l'impression que Steve Kerr, aujourd'hui, même dans ses déclarations, semble parfois dépassé et dans une méthode couée un petit peu où il regarde droit devant. Il est beaucoup moins dans l'échange ou dans la compréhension de ce qu'il pouvait être. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris qu'il lui refile 2 ans. Alors, oui, pour l'ensemble de son œuvre, évidemment. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai envie de me poser la question. Est-ce que l'organisation Warriors n'est pas trop attachée à ces gens-là qu'on construit la dynastie? Ils sont champions. Est-ce que si tu veux offrir, il y a 1 an et demi, les mecs. Si un jour tu veux offrir, ils sont champions, quoi. Ouais, mais est-ce que ce titre-là, il est prévu? Est-ce que c'est pas une surprise? Je m'en fous, ils sont champions. Je veux dire, le seul but collectif d'une dynastie comme celle-ci, c'est d'être champion. Ils ont d'être championnes. Ils le sont il y a 1 an et demi. Donc, encore heureux qu'on prolonge des coachs champions 2 ans plus tard, sauf s'il se barre. Je prends l'exemple de Coach Bud avec les Bucks. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Il était vraiment au bout de quelque chose. C'est normal de le laisser partir. Mais c'est une décision des joueurs. Donc, c'est une décision, je pense, de Steve Kerr. C'est une décision de Steph Curry. C'est eux qui décideront de leur départ. Voilà. Donc, sont-ils trop attachés? Ils sont très attachés. Et pour cause. Et moi, j'aime bien quand même quand t'as gagné pendant 3-4 ans, enfin, t'as gagné 3-4 titres, que t'as eu au bout des choses avec tes joueurs, que les mecs en place. C'est normal, en vrai. En fait, c'est juste humain. Ce serait quand même abusé que McDonough Jr., qui était assistant de Bob Myers, déboule un truc et dit « On va tout péter, les gars. Ouais. On va tout péter. Je prolonge pas Steve Kerr, on dégage Draymond Green. » Mais dans ce cas-là, oui, mais là, pour moi, il y a une incohérence. Mais là, pour moi, il y a une incohérence parce que Bob Myers, il se barre pour dire quoi il fait. Parce que Bob Myers, qui est une pointure, il dit... Lui-même, il a commencé à sentir un peu que c'était la fin. Il a dit, moi, je suis trop attaché au mec. Je veux pas être ce mec-là qui va faire tout péter. Ça veut dire, je veux pas le faire, mais quelque part, faut le faire. Donc, il met son assistant McDonough Levy, qui lui, en fait, le fait pareil. Donc, en fait, j'essaie de comprendre. Et encore une fois, t'as raison. Il y a l'attachement. Il y a ce qu'ils ont réalisé. 4 titres depuis 2015. C'est exceptionnel. Des titres de MVP. Une manière de jouer. Ils ont changé la ligue. Ils ont marqué l'histoire. Évidemment qu'on est attaché au mec. Maintenant, quand le GM, qui a été le visionnaire de tout ça, se dit, moi, il te fait comprendre que c'est peut-être le moment où va falloir faire des choix compliqués avec des cadres. On pense à Klay Thompson, on pense à Draymond Green, et qui dit, moi, je pourrais pas le faire, je suis trop attaché, je vais mettre un mec, entre guillemets, peut-être j'ai mal compris, qui doit faire, et qu'en fait, il fait tout l'inverse. Il fait de la continuité. Mais faire de la continuité, c'est une stratégie, hein. Tu vois, il y a les gens qui sont dans la rupture. Pourquoi il est parti, Bob Myers? Pour les raisons, c'est encore une fois un choix personnel. C'est, je décide, je suis la stature, je décide de partir. Et tous ces mecs-là vont décider de partir. Klay Thompson pourrait être la première figure de la dynastie Warriors à partir contre son gré. Donc, ma théorie quand même, c'est que cette fin de saison va nous dire beaucoup de choses sur l'avenir des Warriors. L'année dernière, ils vont quand même en play-off. Ils jouent contre les Lakers. Bon, ok, ils sont battus. Ça arrive. Premier tour d'exception face aux Kings. En plus, donc tu passes un tour et tout ça. Tu te fais sortir. Là, si tu fais pas les playoffs, tu vas au play-in, tu fais pas les playoffs. Je trouve que c'est un moment où tu peux dire, bon, là, peut-être qu'il faut qu'on change un truc. L'année dernière, c'était trop tôt. C'était trop tôt. J'aime bien ton idée on va voir ce qui va se passer cet été. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'été d'avant, parce qu'il s'est passé des choses, et sur ce qui s'est passé aussi sur la trade deadline. Et donc, parler des ambitions des Warriors. Parce que moi, c'est ça qui me questionne, et j'ai pas toutes les réponses. Et dites-nous dans les commentaires aussi, je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, c'est quoi l'ambition des Warriors? Pour moi, Erwan Abotred, qui regarde la NBA, je me dis que les Warriors, aujourd'hui, leur seul but, ça devrait être de pouvoir offrir à Steph Curry une nouvelle chance de titre. C'est comme ça que je vois les choses. Cet été, il faut venir Chris Paul. Pour moi, c'est synonyme d'ambition. Tu re-signes l'été d'avant, Andrew Wiggins. L'attachement. Moi, j'avais des sérieux doutes sur lui. Attachement. Il y a 1 an, ça allait. Quand il se re-signe, c'était un bon contrat. Voilà. Il refuse de l'argent et tout, Andrew Wiggins. Oui, c'est plutôt un deal gagnant-gagnant. Arrive cette année des mouvements qui peuvent être faits. Et pour moi, ce qui s'est passé à la trade deadline, de rater Anunoby, de rater Pascal Siakam, je me suis vraiment posé cette question de dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui branle, pourquoi ils ne bougent pas alors que c'était comme tu dis ventre mou. Les Warriors moi tant qu'il y aura Steph Curry et Steve Kerr au coaching, je me dirais cette équipe-là dès qu'elle est dans le ventre mou, il y a quelque chose qui va pas. Non, mais ça c'est sûr. Mais derrière quand même, on n'a pas parlé de Podziemski.
Bon coup de draft, c'est un bon coup à la draft. C'est un bon coup, tu vois. Coup, ouais. Et je pense qu'effectivement, tu sais, on va revenir à des exemples extra-sportifs, mais les bronzés 3, même casting que bronzé 1 et bronzé 2, qui sont cultes. Le plus nul des 3 est de loin, et c'est celui qui a rapporté le plus d'oseille, mec. Ils ont jamais fait autant d'entrées au cinéma, ouais, etc. Je pense qu'ils veulent garder quand même. Ouais, mais je pense qu'ils ont les Beatles dans leur ville. Ils veulent les garder, tu vois, mine de rien. Même s'ils peuvent plus chanter. Il y a encore des gens qui achètent des tickets pour aller voir Renaud en concert. Mais non, mais. Oui. Non, mais c'est con, mais. Il a changé de nom, Renaud. Il s'appelle Dacia maintenant. Attends, Dacia fait un super travail en ce moment. T'es dur, ouais. Et non, mais je pense qu'effectivement, en fait, ce qui doit être compliqué dans la fait de devoir faire avec ces éléments-là, c'est qu'ils doivent garder donc ce trio de tête qui coûte quand même cher et qui... On va voir les contrats, on va voir où on sent les contrats. Ça serait bien de voir les contrats. On va se projeter sur la suite. Là, on a fait un constat un petit peu sur ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années, puis l'année du titre, et t'as raison Thomas de dire qu'en 2022, ils étaient champions NBA, les Pépères. 2022, c'était hier. Hein. Moi, je me suis couché hier soir, je crois qu'on était en 2022. Mais après, tout va très vite, Thomas, en NBA. Et moi, j'aimerais qu'on se projette sur la suite, justement. J'aimerais qu'on se projette sur la suite. On va voir un petit peu tous les contrats qu'il y a. Et c'est vrai que un jour sans fin. La première, excellent film. La première pièce qui semble et qui devrait sauter, on a l'impression, c'est Klay Thompson avec le départ cet été. On va voir contractuellement où on sent cette équipe-là. Donc, on l'a dit, Andrew Wiggins qui avait signé pour 109 millions. Steph Curry qui a un énorme contrat. Et Draymond Green qui a signé cet été. Bah oui, je le disais tout à l'heure, c'est la plus grosse masse salariale de tous les temps. Ils sont dans des hauteurs qu'on n'avait jamais vues. Donc voilà, Steph Curry va avoir l'année prochaine le plus gros contrat de l'histoire de la NBA en attendant d'autres contrats signés. Klay donc à 43 millions, on imagine quand même qu'il devrait signer ailleurs, sauf s'il décide de rester chez les Warriors avec un petit contrat peut-être à 20 millions, admettons, tu vois. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Chris Paul, donc, lui aussi un énorme contrat non garanti l'année prochaine. Andrew Wiggins, Draymond Green. Et on descend ensuite en gamme avec Gary Payton, Kevin Looney, qui leur fait une vraie... Il a été sympa, Kevin. Il joue pas beaucoup cette année, mais pour le coup, il était sympa, re-signé à 8 millions juste après le titre, alors qu'il était titulaire au top. Ils lui ont fait une carrière, ils leur ont offert un contrat. Et ensuite, les jeunes, donc, Kuminga, Moody et Podziemski. Ouais, c'est la plus grosse salariale de tous les temps. Donc, quand tu as la plus grosse salariale de la NBA, ton seul objectif, ça doit être le titre. Tu t'en as parlé tout à l'heure. Quand on est au début de l'année, on peut dire que l'équipe est peut-être mal construite, elle est vieillissante, elle est machin, mais les Warriors, un peu comme LeBron, en début de saison, tu dis toujours que le but, c'est d'être la meilleure équipe de ta conférence. Ouais, bah c'est sûr. C'est le minimum. Donc, c'est l'objectif que la franchise va donner à ses joueurs. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Et cette année, la réalité du terrain, c'est que c'est une équipe moyenne, partout. Même la magnifique attaque, c'est une équipe moyenne. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Steph Curry, on le voit qu'il est plutôt en forme. Alors, il est blessé en ce moment, mais il arrive quand même à enchaîner les matchs. Il fait encore des perfs incroyables. Qu'est-ce qu'on fait autour de Steph Curry? Cet été, est-ce qu'on on se fait kiffer, on finit tranquille. Mais encore une fois, tu viens de dire que c'est une masse salariale. Regarde ce que Pépère est encore en train d'être capable de faire. Ou est-ce qu'on croit que les Warriors puissent, autour de Steph Curry, je dis bien autour de Steph Curry et Steve Kerr, parce qu'il vient de re-signer, de leur donner une équipe pour gagner un nouveau titre? Ça ferait 5. Je sais pas. Moi, je crois que ça doit être la volonté. Tu sais, parfois on dit volonté de la franchise. Mais c'est qui la franchise? Propriétaire, les Lakers, ok. Ambition de la star. Il veut quoi, Steph? Il veut vraiment être champion? Être champion, ça veut dire que tu joueras plus avec tes potes. Ouais, tu fais des choix. T'as envie de ça? J'en ai aucune idée, moi. Bah, il va en perdre un cet été déjà. Ouais, mais il pourrait très bien dire aussi, non, moi je veux continuer à être une équipe moyenne qui peut être bonne, admettons une bonne saison, mais par contre je veux continuer jusqu'au bout avec Draymond Green et Thompson. Mais c'est possible, les gars. Quand on est un joueur all-time comme ça, mais il est déjà joueur all-time, quoi. Non, mais il l'est, je veux dire, tu vois. C'est ce que je te dis, quand on est un joueur all-time comme ça, j'ai du mal à croire que des joueurs qui ont gagné autant, à un moment, puissent se dire, non, mais je suis né avec mes potes. Mais parce que c'est pas être 15e de la conférence Ouest. Non. C'est continuer à gagner des matchs, être à peu près à l'équilibre, etc. Moi, j'y crois pas honnêtement. De quoi? Mais je crois pas trop à la théorie du il veut jouer avec ses potes et c'est pas grave parce que finalement, nous, on est sur notre canapé et tout, mais ces mecs-là, ils jouent quand même tous les soirs devant 19 000 personnes. Et je pense qu'il y a un côté très... je sais pas, ouais, et puis même, ça doit être assez inconfortable d'avoir ces roustes. Ils sont pas bons à domicile, par exemple. Et je pense que les gens, c'est pas les Warriors qui connaissent. Et je pense qu'au bout d'un moment, il doit se dire, ça doit être bien aussi d'avoir un peu de renouveau dans sa vie, tu vois. Ça y est, il a eu une dynastie, comme on disait, etc. Il s'est passé des choses extraordinaires avec ses amis. Ça, on lui enlèvera jamais. Mais effectivement, je pense que peut-être avoir un fresh new start et se dire, écoute, là, je vais aller chercher Magic. Je vais aller chercher ma 5e bague. Plus, hein.
Ouais. c'est vrai qu'il joue plus depuis quelques temps. Ouais, peut-être aller chercher Magic en ayant cette 5e bague et pourquoi pas faire une refonte. Magic et Kobe. Ouais, Magic et Kobe, ouais, bien sûr. Je pensais au fameux débat sur meneur à meneur. Mais ouais, moi je pense honnêtement que ça serait en tout cas super si Clay pouvait finir sa carrière un peu à la Ray Allen en allant dans un gros projet ailleurs. Ouais, voilà, fournir où ils vont lui laisser un peu les rênes du truc et puis il va aller donner un peu d'expérience et de leadership. Enfin, le Magic, ça serait super, vu où ils en sont, etc. Donc, il aurait pas les rênes au Magic, mais non, il aurait pas les rênes, bien sûr que non. Mais par contre, il serait starter. Oui. Ah bah oui, puis il leur apporterait beaucoup. Thomas, j'ai une question. En plus, t'es bon là-dessus. Je sais que t'aimes bien quand... Je suis le propriétaire des Warriors. Oui, j'ai réussi dans la vie, Thomas. J'ai réussi dans la vie, je suis le propriétaire des Warriors. Joe Lacob. Tu es McDonald-Levy. McDonald-Levy. Pas du tout le même style de jeu que lui, mais c'est pas... Tu es McDonald-Levy, moi, général manager. Tonton, je te dis, moi, là, cet été, tu bosses. Je te donne une fenêtre de 2 ans pour qu'on offre une nouvelle chance de titre à Steph Curry, Steve Kerr. Qu'est-ce que tu fais, Pépé? La première chose, c'est déjà que je garde Steve Kerr, et puis ensuite, je prends Steph Curry dans mon bureau, et je lui dis, bon, tu vois Clay, tu vois Draymond Green, tu leur serres la main, tu leur dis, bon vent les gars, j'ai adoré jouer avec vous, mais malheureusement, là, le but, c'est de gagner des titres, et on peut plus le faire avec vous. Moi, j'ai quand même l'intime conviction, mais c'est... Le titre, là, il m'a un peu chamboulé. À l'époque, je pensais pas qu'ils étaient capables de le faire. Mais je crois pas que... 2022, tu parles? Ouais, de 2022, oui. Pas de 2015. Non, mais... C'est pas... Klay Thompson, c'est facile, on en a beaucoup parlé et tout. Il est sur la fin de contrat, c'est facile. Mais Draymond Green, quand ils l'ont prolongé, moi, j'étais très surpris. L'année dernière, tu te souviens, moi, je te disais, je pense que Siakam peut faire ce que fait Draymond Green, mais en mieux. Pas que au top de Draymond Green, Siakam soit forcément un meilleur joueur dans les rouages des Warriors. C'est juste qu'à l'heure actuelle, Draymond Green, même s'il est bon, il est moins adroit, moins agressif, enfin bref, il est moins fort partout que Pascal Siakam, et je crois que dans ce rôle-là, dans un collectif intéressant, où tu joues avec Steph Curry, le meilleur shooter de tous les temps, ils pourront être meilleurs avec ce gars-là, qui en plus, d'un point de vue émotionnel, est quand même 10 fois plus stable. Donc, je commencerai par ça. Après, le choix des hommes sera intéressant. Moi, j'ai envie de croire depuis longtemps que Steph peut jouer dans un autre système. J'ai envie de le voir un jour être vraiment meneur de jeu. On l'a vu au tout début de sa carrière. Vous avez vu Isaiah Thomas, ton meilleur ami, hein. Il a dit, Steph Curry n'est pas un meneur de jeu, d'après moi. C'est un poste 2, le meneur de jeu de l'équipe des Warriors, c'est toi. Parce que t'as vu ce qu'il a dit, Steve Broussard, sur Isaiah Thomas qui a dit ça? Il lui a dit, are you retired? La violence du truc. En plus, c'est étayé et tout, parce qu'il dit un truc. Mais il l'explique avec Draymond Green, c'est une parfaite. Mec, il dit, moi, je suis le seul meneur de jeu All-Star à avoir été meilleur marqueur et meilleur passeur de mon équipe et champion. Le journaliste ESPN, il a lâché ça, gros. C'est hardcore. Lui, il est chaud, lui, Broussard. Lui, il est chaud. Donc voilà, pour répondre à ta question, en tout cas, je commencerai par ça. Je crois que il y a du Kuminga qui est là. Oui. Il serait temps qu'ils aient un grand. Il y a beaucoup de trucs. J'aimerais les voir un petit peu évoluer. Ils ont pas l'air de vouloir faire ça. Moi, je te rejoins là-dessus. J'ai envie de... Parce que la dynastie, pour moi, il y a plein de joueurs attachants, des maillots, t'as raison, mais au bout d'un moment, il y a un coach et un joueur. Le coach, c'est Steve Kerr, ils l'ont signé. Et le joueur, c'est Steph Curry. On peut adorer Klay Thompson, on peut adorer Draymond Curry, on peut dire sans lui, j'en ai rien à branler. Le joueur de cette dynastie qui incarne cette dynastie, c'est Steph Curry. Et j'aimerais, comme avec LeBron James avec les Lakers, que on puisse offrir à ces mecs-là des chances de titre une dernière fois. Après, les deux pourront pas gagner en même temps, pourront pas aller en finale tous les deux en même temps, mais au moins se dire que ces mecs-là, ils auront un dernier run. Après, on sait que c'est toujours le plus dur à offrir dans des fins de dynastie, à offrir des runs comme celui-là. Magic se l'est offert, en 91. Attends, je te pose la question parce que là, tu penses à ça, j'y pensais. Donnez-moi un exemple d'une dynastie qui gagne en ayant changé les hommes de cette dynastie. Donc là, il y a le trio. Quelle équipe a gagné en fin de dynastie? Les Bulls, t'as quand même Scottie Pippen. Non, je suis désolé. Oui, d'accord. Mais tout le reste change. Tout le reste change. Entre les deux free-pits. Horace Grant, John Paxson, tout ça dégage. Merci. T'as le même coach et t'as les deux mêmes superstars. Dites-moi qui a gagné. Tu vois, je pensais à Kobe, qui gagne avec Phil Jackson qui revient et avec Derek Fisher et des équipes qui sont complètement différentes. Tu vois, donc... Ouais, mais ça marche. Ça marche encore que Kobe était très jeune sur la première dynastie, tu vois. Tu viens de dire, trouvez-moi, t'as trouvé les deux. Non, mais parce que ouais, mais Steph Curry, c'est la star, il est vieux. C'est dans ce sens-là, il est sur la fin. Donc j'essaie de me mettre dans la tête. Mais c'est un bon exemple, les Lakers. C'est le seul exemple qu'on voit. C'est le seul. En fait, Thomas, l'argument aussi, c'est de dire que c'est très dur. C'est ce que je voulais dire. C'est très dur. On le voit avec LeBron. Et c'est LeBron, hein. T'as vu ce qu'il fait encore à son âge, comme il est fantastique. Mais mine de rien, quand les mecs vieillissent, c'est quand même très dur pour des joueurs all-time ultra dominants comme Steph Curry ou LeBron James, de construire encore des équipes pour aller gagner. Parce que derrière, t'as raison, le choix des hommes est parfois compliqué et on le voit. Et moi, je suis curieux de voir les voir. Je sais pas s'ils y arriveront. Peut-être pas. Mais en tout cas, j'aimerais qu'ils aient cette volonté. Pas facile.
T'as fait le Mike Dunleavy, etc. Moi, j'ai une autre question pour toi, Thomas, parce que je sais que voilà, t'es une trade machine vivante. Ouais, vache. Ok, Draymond est parti, Clay est parti. Tu veux qui? C'est qui le Pau Gasol et le Meta World Peace qui va faire que tu vas pouvoir aller au-dessus? au-dessus? Tu la poses à Thomas, mais moi, je te dis... Ou vous deux. Moi, je ne me suis pas remis qu'ils aient pas essayé Siakam. Ils auraient peut-être pas pu le faire. Ouais, mais moi, aucune garantie d'être champion avec Siakam. Hein. Je le dis aussi. Hein. Je vais même pas aussi loin. Ouais, ok. Moi, le fait qu'ils aient pas fait Siakam, j'ai pas compris. Encore une fois, pour moi, ce qui se passe dans des bureaux, ça montre l'ambition de ce qui se passe sur un terrain. Et là, je te dis, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ouais, non, mais bon, écoute, mais du coup, regardons pas le passé, regardons l'avenir. Est-ce que vous verriez un joueur qui pourrait être game changer et qui pourrait avec Curry faire la maille et vous vous dites et pourquoi pas aller jusqu'au titre? Je sais que c'est compliqué parce que c'est très dur. Non, c'est très dur parce qu'il faut qu'il soit complémentaire de Steph, il faut qu'il arrive avec une mentalité qui te permette tout de suite d'enclencher quelque chose. En fait, il leur faudrait une star, donc c'est très dur. C'est très dur. Quelque part, j'aurais aimé qu'Andrew Wiggins soit ce mec-là. Il n'a pas du tout les épaules pour l'être. Mais en tout cas, dans le potentiel du basketteur, c'est lui qui aurait dû prendre la suite un petit peu. Je dis ça, j'y crois même pas. Mais tu vois, en fait, ils l'ont, leur Kawhi. Je mets des guillemets, ils sont énormes. Regarde les stats, un pire moyen de cette saison. Ils ont pris un mec qui était censé être un leader aux Timberwolves. Ils l'ont fait venir pour être numéro 3 aux Warriors. C'est pas lui qui va prendre la relève. Hein. Mais c'est sur le papier, je parle. On a fait Kuminga, peut-être. On aime beaucoup ce qu'il fait. On attend de voir ce que ça va devenir. All-Star, j'ai dit un jour. Pour l'instant, en tout cas, depuis qu'on lui donne enfin des responsabilités, il répond présent. On a parlé de beaucoup de choses, mais on a demandé, comme toutes les semaines, à nos amis qui nous suivent sur les réseaux, est-ce que c'est une fin de dynastie? On va prendre 3 commentaires comme chaque semaine. Pour moi, oui, selon Bernard Bendy, bravo, exceptionnel. Ah oui. Pour moi, oui. Ils doivent continuer à offrir à Steph une fenêtre, mais les derniers gros moves ont floppé et se retrouvent avec des énormes contrats qui plombent leur payroll et sont maintenant coincés. Personne ne veut prendre, c'est ça? Ne veut prendre Wiggins, CP3, Dre, marge de manœuvre limitée. Bon, ça, c'est le constat froid et... Ça se tient clairement. Attention, Draymond, à mon avis, il est attendu à Détroit. Hein. Sur un gros contrat, ils ont de la place. Il est de là-bas. À l'heure actuelle, oui. Même si une demi-finale de conf est possible avec eux. Mais si 2-3 trades sympas cet été, d'ici 2 ans, une bague supplémentaire ne me surprendrait pas. À condition de faire le bon choix. Ciao Clay. Et de développer les jeunes à la place en place, Podzimki, Kuminga, Jackson Davis. C'est vrai qu'il fait kiffer Jackson Davis. Ça, c'est intéressant. La dynastie des Warriors est terminée depuis que Steve Kerr a décidé de son plein gré en ne faisant aucun move pendant la période des trades. Alors, on va vous rappeler que c'est pas les coachs qui font des trades, hein, les gars, c'est les GM, mais bon, un peu dur. On comprend l'idée, Intéressant quand même d'avoir sous tous ces avis-là. Lui, en tout cas, Steve Kerr croit potentiellement avoir un nouveau titre. On va voir les cotes, d'ailleurs, chez Winamax, des Warriors champions. Bon, la cote, elle est élevée. Ça, sort de 20 en finale, même pas champion. Ils sont 7e. Donc, les grands favoris, c'est les Denver Nuggets. Hein, bien sûr, vous savez que Boston est le favori de la NBA. Et ils ont le même, donc en bas à droite, la même chance d'aller en finale que les Lakers. Tu parlais tout à l'heure du croisement avec LeBron. Ils sont cotés à 20 pour ceux qui y croient à fond. Côté à 20, donc chez notre partenaire Winamax. Vous savez, Winamax est notre partenaire. Et on vous offre pas mal de choses si vous nous rejoignez. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. On va prendre une petite déclat de Steve Kerr, parce que Steve Kerr, lui, il y croit. Je suis convaincu que notre équipe est prête si nous restons en bonne santé jusqu'à la fin de la saison. Et si Stephen Curry, évidemment, est de retour, je pense que nous pouvons faire un très bon parcours en play-off. Écoute, en tout cas, on va suivre ça. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les Warriors sont 10e à l'Ouest et qu'ils sont en lutte pour le play-in. Donc, ils pourraient
pourquoi pas faire un bon parcours en playoff comme l'imagine Steve Kerr, il pourrait aussi rater les playoffs. Hein. Ah Quand bah, on voit clairement, les quatre et la guerre que vont être les play-ins. Ah bah de toute façon c'est simple, hein. Si t'es 10e, tu fais ton premier match à l'extérieur, t'es pas qualifié, faut faire le deuxième, encore une fois à l'extérieur, c'est le perdant de 7-8, donc 2 matchs pour aller en playoff. Ça va être passionnant, cette dernière ligne droite de saison régulière, et donc ces play-ins avant de rentrer dans les playoffs. On a fait le tour, on s'est régalé sur ce débat. Bravo messieurs, vous avez été grand, complet et fin comme une lame. Fin comme une lame, il est lui aussi quand il parle de ses palettes, c'est Thomas Dufin qui va nous présenter le two-man game entre Lillard et Antetokounmpo. Ils nous ont inquiétés un petit peu en début de saison, Lillard et Giannis Antetokounmpo, puisqu'on ne voyait pas vraiment de jeu à deux entre ces deux superstars qui doivent amener les Bucks à un nouveau titre de champion. Ça va mieux depuis le départ de coach Griffin et l'arrivée donc de Doc Rivers. En tout cas, les deux se cherchent et se trouvent un peu plus. Ouais, ils ont trouvé une base plus simple, on va dire, en tout cas sur du pick and roll. En plus, on a profité de la présence de Wax, hein, qui est le meilleur poseur d'écran de tout le 92. Ouais, c'est vrai que... J'ai fait un basket dans ma vie avec toi, t'as posé un nombre de pick and roll incroyable. C'est un bonheur de jouer avec toi. Allez, on y va. Pick, roll et roll pour le rebond, même pas pour avoir la balle. Coéquipier parfait, bravo. On y va tout de suite. Première action entre nos deux superstars. Vous allez voir que ça va se terminer avec un tir à 3 points, mais c'est ce qu'ils voulaient dans le système. On y retourne. Donc, Damian Lillard et Giannis ont à leur côté là-bas, rien que pour eux, pour jouer à 2. Brook Lopez va aller les chercher. D'abord, grosse défense de Terrence Mann, là, il est locked in, enfin, Terrence Mann sur lui plutôt. La petite passe pour Giannis, et là, l'enchaînement va être intéressant, parce qu'ils vont se trouver dans le timing parfait. La petite end-off passe à terre, l'écran enchaîné. Eh oui, il est loin, le grand Zubac. En même temps, on va pas lui demander de sortir, sinon il va se faire driver. Si le défenseur est loin, ça donne un grand tir ouvert pour Damian Lillard. C'est exactement ce qu'ils ont recherché sur le système. Trouver de la vitesse. On voit que Damian Lillard est complètement overplay là-dessus. Donc, sur la passe directe, elle est coupée. Et ce qu'on veut faire, c'est mettre de la vitesse. Trouver un jeu en triangle, ce que fait Brook Lopez. Et surtout, ce qu'on voit, c'est de la vitesse. Et Zubac, il peut pas suivre, ça va trop vite. Et après, c'est un tir à la Damian Lillard. C'est un bon tir pour Damian Lillard, plus que pour les autres. Deuxième action. On y va, on en a 4 comme toutes les semaines et on s'en régale. Et on va aller chercher justement l'inverse avec Giannis, qui est balle en main. Lillard se remonte vers notre ami Giannis. On regarde le déplacement aussi de Pat Connaughton qui va laisser l'espace une nouvelle fois, un quart de terrain pour les deux. En général, Lillard va récupérer la balle pour jouer sur un contre 1 et le pick and roll en tête de raquette. Mais là, encore une fois, il est bien coupé par la défense des Clippers. Et là, il va faire ce qu'on appelle un blitz. Donc, il va clairement démolir la défense. Alors, c'est pas exactement ce qu'on aime en pause d'écran. Et pourtant, ça marche très très bien. Giannis l'a bien senti lui aussi. Là, c'est une bonne connexion entre les deux sur cet écran posé, non posé. Adaptation. On s'attend pas à ce que Lillard vienne poser un écran. Là, il le fait derrière l'autoroute. Je pense que ça va faire partie des choses aussi chez les Bucks. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir surprendre. Parce que le two-man game peut être parfois un petit peu... on peut les atteindre, on sait ce qui va se passer sur pick and roll. Il y a tellement de choses à faire sur pick and roll. Et là, on voit que Lillard, boum, il surprend la défense des Clippers. Belle aide en tout cas, des Clippers. On enchaîne, troisième action. Troisième action, cette fois-ci, c'est contre Golden State. Là, c'est des actions qu'on adore, mon Waxos. On va regarder une double pause d'écran d'Damian Lillard qui joue donc en position de meneur. Bobby Portis a fait un premier écran et vous allez voir le mouvement de Giannis très intéressant. Donc, la défense attend à avoir un double écran, pick and roll très très haut. Giannis se prépare pour faire un écran et regardez sur qui il va le poser, ou plutôt ne pas le poser. Lillard va prendre la balle donc côté gauche et regardez l'enchaînement. Oui, ça c'est dur. Tu penses que il va y avoir une pause d'écran et là Giannis surprend tout le monde, il slip et là malheureusement la défense est battue. Steph Curry est loin à l'opposé. En général, il y a peu d'aide sur ces actions-là parce qu'il y a un grand tir ouvert sinon dans le corner. Les meneurs sont beaucoup trop forts. La passe main gauche aussi est magnifique de la part, et main droite d'ailleurs. La passe est magnifique lobée de la part de Lillard. C'était vraiment une action qu'on aurait pu faire tous les trois. Moi, Bobby Portis, je suis juste là pour faire l'écran. Mais attends, mais qui c'est qui dunk du coup? Parce que c'est toi. T'es bien sympa, hein. T'es bien sympa. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, comme sur la première action, c'est que oui, c'est une palette sur le two-man game, mais j'aime bien qu'il rajoute un troisième joueur. On l'a vu avec Brook Lopez sur la première action, ce qui fait la première passe. Là, on le voit avec Bobby Portis aussi sur le premier écran. C'est aussi ça, de pouvoir surprendre les défenses, c'est de rajouter parfois dans ce jeu à deux un troisième joueur. Absolument. Avec quatrième action, on se régale jusqu'au bout. Et là, on est dans la fin de match face aux Clippers. C'était un match passionnant à suivre. Et là, ça vous paraît simple. La difficulté du tir. On est sur la toute fin du match. On y retourne au début donc de cette action avec la belle célébration de Lillard. Là, c'était très très bien. C'était la semaine dernière déjà. C'est pas super vite la NBA. On y retourne donc. Le jeu à deux, c'est ce qu'on veut. Très très haut sur le terrain. Ça te donne de l'espace. Les Bucks mènent de 7 points. Il reste 1,25
à jouer dans ce gros match qui pourrait être une finale NBA. On regarde d'abord la position de la défense et des attaquants. Ils sont complètement à l'opposé. Encore une fois, on laisse le quart de terrain aux deux superstars. Là, Lillard, il va la jouer facile parce qu'il voit la défense venir le prendre à deux. La petite passe lobée, un peu facile pour Giannis. La bonne défense de Terrence Mann qui vient. Et là, ça va encore une fois vite. On parlait du rythme tout à l'heure, Erwan. Bonne compréhension entre les deux. Giannis se positionne. Bon, honnêtement, le tir, il est extraordinaire. Mais c'est Damian Lillard, donc c'est un bon tir. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le moment du match. C'est une action pour tuer le match. Et donc, ils vont chercher une zone. Alors, c'est un tir très dur pour le commun des mortels. Pour Damian Lillard, à ce moment-là du match, c'est des tirs qu'ils doivent aller chercher. J'aime le mouvement, j'aime l'exécution. Et j'aime aussi le choix à ce moment-là du match pour dire on va plier le match. Voilà, ça, c'est des choses rassurantes pour la suite. Et c'est une affaire de rythme. D'aller se faire ouvrir derrière chez les Kings. En tout cas, depuis que Doc Rivers est là, on va quand même lui rendre hommage. Il y a quand même, on voit beaucoup plus de jeux à deux entre Lillard et Giannis Antetokounmpo. Ce qui nous sautait à la gueule sur le premier pré-saison, c'est qu'on voyait très peu de jeux à deux. Ouais, faut jouer du pick and roll entre les deux, quel que soit le porteur de balle. Il y a tellement de choses à dire, je le disais tout à l'heure, du end-off, du pick and roll que Giannis pop, que Giannis flaire aussi, tac comme ça, il slip sur l'écran. Il y a tellement de choses intéressantes à développer. Tu pourrais jouer tout le match avec ces deux mecs-là, tu pourrais gagner le match. Tant il y a de choses à faire aussi avec les joueurs à l'opposé pour prendre des tirs. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir en plus aussi les options à l'opposé parce que cette émission ferait 2 heures. Elle fait déjà 2h30. C'est vrai? Oui. T'es régalé, mon Wax? Moi, je me régale, vous pouvez même pas savoir. Il te reste le dessert, c'est le quiz. Oui. Tu vas briller sur le quiz, t'es chaud un peu? Je suis brûlant. Juste, je voulais vous dire, franchement, le truc des palettes, là, ça me régale. Et j'écoute souvent sur les plateformes de stream et c'est le moment où malheureusement je suis obligé de passer à la vidéo. En podcast, la palette c'est relou, effectivement. Ouais, mais j'essaie d'imaginer des choses, mais c'est jamais ce que j'imagine. Alors du coup, on fait tous comme ce que tu fais. Vous écoutez un podcast et puis ce moment-là, vous avancez sur le quiz et puis vous revenez sur YouTube pour regarder juste la palette. Ou vous regardez 2 fois l'émission, c'est 2 saveurs différentes. Oui, tout à fait. Plutôt moi, une émission, s'il n'y a pas de palette... Il n'y a pas de palette. Pas de palette. Ah oui, pas de palette. Allez, le quiz. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz et qui dit invité spécial, parce que c'est spécial. Wax, ça faisait très longtemps. Et ben j'ai adapté un peu le quiz évidemment aujourd'hui. On va se régaler autour de toi. Ah, c'est toi la star. Oh la vache. T'es beau. Waouh. Non, évidemment. Très très beau. Hein. Ça va être autour du glow basket. Up incroyable. Hein. Ouais, glow up incroyable. On est pas là depuis qu'il s'est fait faire les chicots de devant déjà. Gratuit. Pas gratuit, c'était cher. Je tiens à dire, la semaine dernière, j'ai été très dur avec Tom au basket et je l'ai affiché. Il a été excellent cette semaine. Merci. Bravo. Et on a gagné. Voilà. Dans les consignes, dans les ordres, il a été très bien. Très sobre. Quand il shoot moins de toute façon, qu'il touche moins la balle, forcément ça va mieux. Allez, vous le savez, c'est Erwan qui domine les quiz en ce moment. Clairement. Thomas, t'es attendu évidemment. Wax aussi, puisque c'est... On va faire des questions de rapidité là au début, spécial Détroit, évidemment. Wow. Est-ce que vous pouvez prendre Wax sur Détroit? On va voir ça tout de suite. Oh la vache. Ça part directement. Et qui a joué le plus de matchs avec les Pistons dans l'histoire? Isaiah Thomas. Non. Joe Dumars. Joe Dumars. Oh, même toi, non? 1018 matchs. Qui a coaché le plus de games à Détroit? Larry Brown. Chuck Daly. Bah oui, Chuck Daly, je dis n'importe quoi, moi. Larry Brown, je dis n'importe quoi. Mais ça va trop vite pour moi. Sur un match, qui a inscrit le plus de 3 points en portant le maillot de Détroit? Il y en a 2. Chance Billups. Non. Charlie Villanova. Wow. Je suis sûr que c'est récent. Il y en a un récent et il y en a un l'ancienne. Un qui n'est plus à Détroit récent. Alan Houston. Non. Hamilton. Sadiq Bey. Sadiq Bey. Ah oui, il a mis 50. Qui a mis 10 3 points et c'était Joe Dumars. Joe Dumars a mis 3 points. Incroyable, c'est énorme. C'est énorme. Qui a inscrit le plus de points sur un match en portant un maillot de Détroit? Villanova. Non. C'était en 2001. Stackhouse. Stackhouse, Thomas. Mais oui. pions. J'étais pas du tout dans ces années-là. Tu vois ce que je veux dire? Thomas qui rate Steakhouse, c'est qu'il y a vraiment un problème. Même parce qu'on y va après. T'inquiète pas. Et là, on va pas le rater. Les amis, de quand date la dernière victoire en playoff de Détroit? 2016. Non, c'est 2008. 2008. Ils sont sweepés. Oui, face à Boston. Excuse-moi, je pensais à la dernière fois qu'ils y étaient allés. Cette saison, quel est le meilleur contreur et intercepteur de Détroit? Jalen Duren. Non. Osar Thompson. Et combien de finales NBA ont disputé les Pistons? Je dis bien NBA. 4. 5. 124 Quoi? 4. Bah oui, 4. 88, 89, 90, 90 et 2004. Non, 5. Mais ça, 5. 3 avec Isaiah Thomas, 2 avec Billups. Oui, c'est vrai, il a raison. Ils perdent contre les Spurs, contre les Lakers. 5. My bad. 3 titres, 5 finales, c'est ça. Donc j'ai eu le point. Donc plan pour Wax. Petite énumération. Allez. Rapide aussi. Les All-Stars depuis
Isaiah Thomas, donc je vous le donne, c'est plus simple. Depuis Isaiah Thomas, les All-Stars, c'est les Pistons. Ok, qui commence? On commence avec les Bad Boys, donc Isaiah Thomas, ça compte. Ça compte, mais je l'ai donné. Wax, tu commences. D'accord, tu m'as compris. Rip Hamilton. Rip Hamilton est là. Chauncey Billups. Pareil, les mêmes années. Grant Hill, quand il est rookie. Grant Hill, bien sûr. Jerry Stackhouse. Jerry Stackhouse. Ben Wallace. Ben Wallace, 4 fois. André Drummond. André Drummond, 2 fois. Blake Griffin. Blake Griffin. Yeah. Bill Laimbeer. Bill Laimbeer, évidemment. Joe Dumars. Joe Dumars. Il en reste 4. Je remercie évidemment Ayman qui m'a aidé encore sur ce beau quiz. Ayman. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit. Rachid Wallace. Rachid Wallace. Il en reste plus que 3. Alors, lui, là... Ouh, est-ce que je tente lui? Antonio McDyess. Non, je ne l'ai pas. Il était trop vieux avec... C'était sexy Ah ouais, comme Tu l'as tenté, hein, mais... Je tente. Il y en a un, je sais pas si vous l'avez dit, mince. Bon, c'est pas grave, je le redirai. j'ai envie de dire Tayshaun Prince. Non, je Non plus. Ouais, non, c'est l'année où ils sont tous, mais il n'y a pas lui. Est-ce que t'en as un dernier? Sinon, Ouais, je dois avoir ça, quelque part. Je vais prendre... quelle période Bresson je pourrais te prendre? Parce que c'est all-time? c'est juste Non, des années c'est 80. À partir de 82. D'ailleurs, il y en a un en 82. Marc Alboyer. Non. Ah bon. Il y en a un en 82. Ouais. Il sera aussi en 84. Ok. Double All-Star quand même. Oh, c'est qui ça? Bah, déjà, on n'a pas cité Dennis Rodman. On l'avait pas cité, je suis pas fou. Voilà. Ouais, Dennis Bravo, Rodman, bravo. Alors, celui en 82, son prénom c'est Kelly. Ah, Kelly Tripucka. Tripucka. Bon, très dur, deux celui-là. fois. ouais. Et un mec qui a été en 2009 All-Star. C'était qui? Non. Ah, attends. Les gars. 2009. Bah non, bah c'est Iverson. Iverson. Ah oui, tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit, mais t'es pas All-Star. Ouais, si, il a été All-Star là-bas. Ah ouais. Pas mal. C'est bien ces jeux-là. Ah, c'est punchy. On passe au qui suit. Allez, vas-y. Oh, la nonchalance du mec. C'est punchy. Attends, pour l'instant, on n'a pas fait les comptes, mais. C'est le qui suis-je qui compte. Pour l'instant, ouais. Tu as été très bon. Voilà. Ouais, t'étais très bon, bravo. Je suis né le 11 avril 1976. J'ai donc 47 ans, mais on se souvient de moi surtout dans les années 2000. Mais, commençons par le commencement. Je grandis à Détroit. Petit clin d'œil évidemment à Vox, avec nous aujourd'hui. Et je fais d'ailleurs ma fac dans la région. Eminem. À la fac, je suis pas le meilleur joueur. Non, Je suis pas le meilleur joueur dans ma fac. Faut dire que j'ai une autre passion, la musique. Oh! Eh oui, je suis d'ailleurs chanteur dans un groupe à l'époque que personne ne doit connaître. Je vous donne le nom. Giorgio. Les Pointers Brothers. Hein? Voilà pour le petit C'est jeu. les cousins des Potter Sisters, c'est vrai, ça? Vous aurez compris la ref. Je reste 3 ans à la fac avant d'être drafté en 98 Pas de fac. à la 54e position par les Nuggets. Tremont Folks. C'est Tremont Folks. Oh! Et ouais, mon gars! Bravo. Alors, Moi, j'ai aucun regret parce que Tremont Fox, je sais même pas qui c'est. ok. Pour la petite histoire, C'est ton Tremont cousin. Folks- Non. En fait, mon cousin. Quoi? Ah, tu vois? Non, mon cousin de Détroit, parce que tu sais que vous savez Oui, que j'ai de la bien sûr, famille à bien sûr. Détroit. En fait, il joue dans un groupe de rock progressif arménien folklorique. Les Pointer Brothers. Et non, mais et quand en fait il était parce qu'il vient du Incroyable. Michigan à la base. J'ai vu une photo passer en plus. Ouais, il jouait de la flûte et donc en fait il lui a appris à faire du doudouk et pour le baptême de ma cousine ils ont joué ensemble. Avec ce gars-là. Attends, ils ont trouvé la photo? Ouais. Non, mais c'est toi C'est et mon le cousin, gars. on se ressemble avec mon cousin. Non, mais attends, c'est. Attends. Et là, c'est Tremont Folks. Ouais. Mais attends, à Mais droite. c'est un montage. Mais c'est un montage, rassure-moi. Vous vous foutez de ma gueule. Ouais. Mais non, mais mytho. C'est du mytho. C'est un faux qui suit, évidemment. C'est un faux. Ah. Bravo, Ouais. exceptionnel. Cours Florent de l'espace. Ah ouais. Bravo, messieurs. Belle histoire. non, Et attends. bon montage du cousin de. Ça vaut le coup, les 25 000 € le trimestre. La photo, mon gars, quand il m'a envoyé ça hier. C'est lui, je ferais bien à gauche. Mais c'est exceptionnel, oh. Bravo. On a- Ah ouais, bravo. Beau prank. Ah ouais, putain, très bonne Par fois. contre, Tremont Falls, pour la petite histoire, il a quand même gagné le titre avec les Pistons en 2004. en On le connaît 2004, pas, mais c'est quand même un vrai joueur. Ah oui, Il était d'accord. dans le roster. Exceptionnel. Dans le bravo, roster. J'étais un peu frustré. Bon. Exceptionnel, bravo les gars. On part sur le vrai? Allez, exceptionnel, très bonne Fox. Allez, Alors, juste pour les. En plus, quand tu dis je suis né en 76, je fais putain, je lui ai dit d'aller je sur les- sais que t'allais me dire ça. Ouais, Et c'est pour ça que je fais, mais on le connaît dans les années 2000 pour Thomas. Allez, je suis né le 5 juin 1989. Oh, punaise, J'ai donc 34 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2022.
Bolos. Je passe par la fac, mais je prendrai le temps de vous raconter un peu plus en détail ce passage, un peu plus loin dans le qui suis-je. À noter que lors de ma saison senior, quand même, en 2009-2010, je tourne à plus de 13 points, presque 10 rebonds et 3 contres. Je ne suis donc pas Isaiah Thomas. Je suis drafté dans le top 15 par les Raptors, où je resterai 3 saisons. Lors de ma saison rookie, je tourne à 7 points et 7 rebonds pour déjà 24 minutes sur le parquet à chaque match. C'est pas Amir Johnson encore, quand même. Non. Mais il a dit j'y reviens plus tard, il peut nous avoir, tu connais. Tu m'as fait peur. Je m'installe alors comme un solide backup et ce sera le cas pour le reste de ma carrière. Mes longs bras me permettent également d'être un bon contreur. Chaque saison à Toronto, j'en réussis 1 en moyenne par match. J'établirai mon premier record en carrière en points contre les Knicks, 22 points le 5 avril 2011. Après 3 saisons à Toronto, en doublure de Bargnani, je suis tradé au cours de la saison 2013-2014 chez les Grizzlies. Pas sûr que vous vous souveniez de moi là-bas, même si je reste une saison de plus là-bas. Je garde le numéro 32, ma main gauche, mais je joue 10 minutes de moins en moyenne qu'avec les Raptors. Mes stats chutent, mais elles vont remonter la saison suivante. Et là, je suis quasiment sûr que vous vous souvenez de moi. En 2014-2015, je débarque chez les Lakers et j'enfile le numéro 21. Ouf. Oh, je l'ai, putain. Je joue parfois backup, parfois titulaire, quand on joue grand avec Jordan Hill. 24 matchs au total. Non. 24 matchs au total dans le 5. Oh. Je remonte à 8 points et 7 rebonds. Oui. Si on regarde mes highlights de ma saison, on voit des contres, parce que je suis un bon défenseur de cercle, mais aussi pas mal de petits moves au poste qui se terminent main gauche. Pourtant, j'arrive en fin de contrat avec les Lakers. Ils ne vont pas s'aligner. Je suis alors free agent et je décide de signer les 3 prochaines années à Portland. Petit point fac. Ed Davis. Ed Davis, bravo. Ed Davis. Oh là là. Qui arrive à Portland, North Carolina. Et il est champion avec eux en 2009. C'est pour ça je l'aurais pas eu. Aucun souvenir à la fac. Champion à la fac et du coup il fait Portland. Après il fait Brooklyn. Après il est le backup de Rudy à Utah. Et il prend sa retraite. C'est très bon qui suis. Bravo. Ça m'a relancé, bravo. Ed Davis, bravo Thomas. J'ai Ed Harris quand même. Ouais. Moi j'ai eu peur qu'ils disent Davis quand tu fais Ed. Oui, bon, je l'avais. Non, mais je lui aurais donné là pour le coup. Ed Harris, même profil de joueur. Mais il joue à Stalingrad, lui. Beau centre de formation. Ils en sont pas tous sortis de Stalingrad. Mais quand tu sortais de Stalingrad, t'avais des billes pour affronter la vie. Le BC Stalingrad. Incroyable. Bon, merci mon Wax. Bah merci à vous, franchement. On te retrouve où? Dis-nous un petit peu l'actu. Il y a Fanzine, j'ai vu. Il y a RTL2. Exactement. Et puis, j'ai sorti un nouveau single avec IBI. Et il y a mon album qui sort le 24 mai. Voilà. On a raté la release, c'est ça? Non, la release, ça sera le lendemain pour mon anniversaire. Voilà, exactement. Donc, bien sûr, vous serez là. Et comme on est bien en prod, on passe en mode live. Maintenant, pour revoir ce sera incroyable. Là. Ayman, guitare. Il y a Tremaine Folks qui est là avec sa flûte. Bon, allez, merci. On se retrouve lundi pour la libre antenne comme d'habitude. Mercredi prochain, Undrafted. Et puis jeudi prochain, donc le First Day Show avec la Rookies. D'ailleurs, je l'ai booké tout à l'heure. Il était chaud de revenir. Voilà, on se rapproche des playoffs et des play-ins. On va se régaler, les amis. On vous embrasse. Bisous. Merci pour tout. Ciao.